Bonjour à tous, merci donc d'être au rendez-vous de notre jeudi de sciences d'automne. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fabien Monet, donc, qui est enseignant à l'UT3 et chercheur en laboratoire de recherche en sciences végétales. Alors, je prends un coup de fiche quand même. Il travaille sur la formation du bois chez l'eucalyptus en réponse aux contraintes climatiques. Donc, il va nous plein de bonnes informations sur le bois. Je vais le laisser vous expliquer peut-être mieux ce que c'est. Et je vous remercie. Et il y aura des questions à la fin. Je ne sais pas si tu veux, on peut te poser des questions pendant. Oh, c'est au choix de chacun. Moi, ça... Bon, peu importe, on est habitué, pas de souci. Merci beaucoup, Sophie. Alors, normalement, je peux vous entendre aussi. En même temps, vous pouvez poser des questions et prendre la parole si vous voulez. Mais je vais essayer de faire au mieux parce que des fois, je vais montrer au tableau ou à l'endroit où je projette et vous en visio, vous verrez peut-être pas forcément. Donc, merci Sophie pour l'introduction. Pardon. Normalement, l'enregistrement est lancé, oui. Merci Sophie pour l'introduction. Alors effectivement, je suis enseignant à l'université et je travaille dans l'équipe ReadyWood, donc régulation et dynamique de la formation du bois. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la formation du bois chez les arbres. Et bon, alors, c'est toujours difficile de commencer à parler du bois et de la forêt sans passer un petit moment quand même pour souligner l'importance des écosystèmes forestiers pour notre planète, en fait, puisque ces écosystèmes, ils abritent une biodiversité vraiment très importante, des animaux, des végétaux, des micro-organismes qu'il faut bien évidemment préserver. Et en plus, ils abritent aussi beaucoup d'entre nous et ils donnent du travail à plusieurs millions de personnes. Alors, ce qui est très important de souligner aussi, c'est que les forêts sont également très importantes pour contribuer au climat, à la surface de la planète, puisque ces forêts, elles stockent un quart de nos émissions de carbone chaque année. Alors pourquoi? Parce que les arbres en particulier, mais les forêts, toutes les plantes, elles réalisent la réaction de photosynthèse, c'est-à-dire qu'elles vont absorber le CO2 de l'atmosphère, hein, ce fameux gaz qui contribue à l'effet de serre et au réchauffement climatique de notre planète. Donc elles vont stocker le CO2, elles vont l'absorber pour le transformer en sucre. Et accessoirement, elles dégagent aussi de l'oxygène, ce qui peut être quand même assez intéressant pour nous aussi. Donc, elles stockent ce CO2 et elles produisent des sucres qui sont indispensables pour leur croissance. Alors, ces sucres, on les retrouve pour un quart d'entre eux dans les racines, pour un quart dans la partie aérienne, les feuilles, etc. Et pour 50%, en fait, dans le tronc, hein, qui forme des tissus très, très denses, qu'on appelle le bois. Et au niveau du tronc, finalement, ce bois-là, il est constitué à plus de 90% de carbone et d'oxygène. Ce qui fait que les plantes et les arbres en particulier, ils dépensent énormément d'énergie pour former ce tissu-là, le bois. Et cette énergie, on peut aussi l'utiliser, ce qui fait que ce bois-là, ça représente une matière première brute très importante pour nous. Alors, comment est-ce qu'on utilise cette matière première? Eh bien, on peut l'utiliser dans différents domaines, comme la construction, la production de pâte à papier, mais on peut aussi l'utiliser sous forme d'énergie, alors de façon très simple, très basique, en brûlant ce bois-là, ou alors un peu plus élaboré, un peu plus complexe, en utilisant les sucres qui sont renfermés dans ce matériau, dans ce bois, pour produire, par exemple, des biocarburants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le bois, ça peut être aussi utilisé pour produire des matériaux à haute valeur ajoutée. Et on découvre tous les jours des nouvelles utilisations de ce matériau-là. On peut former du bois transparent, par exemple, qui a tout comme une vitre, mais de très bonnes propriétés thermiques, où on l'utilise même maintenant pour construire les satellites. Donc, ce bois-là, comment est-ce qu'il est formé? Ce bois, il est formé donc dans le tronc des arbres. Et si on fait une coupe de tronc, hein, on voit que à l'intérieur, il y a plusieurs couches. Donc, au centre, c'est majoritairement du bois mort qui va servir à soutenir l'arbre. Hein, c'est le soutien mécanique de la plante. Et autour de ce bois mort là, vous avez des tissus vivants.
Et leur fonction principale, au-delà de soutenir eux aussi le poids de l'arbre, ça va être de conduire la sève, de transporter la sève des racines vers les feuilles pour apporter aux feuilles de l'eau et des nutriments. Et donc, si on fait une tranche de bois comme ça et qu'on l'observe au microscope, on s'aperçoit que le bois, c'est pas un matériau aussi simple qu'on pourrait croire. Hein, sa composition, elle est complexe. C'est composé de tout un tas de cellules qui ont des formes et des compositions différentes. Et ce que vous voyez ici en rouge, finalement, c'est ce qu'on appelle le bois. Alors, nous, en biologie, on appelle ça le xylème. Et ce tissu-là, eh bien, on va voir qu'il est assez, le mécanisme qui permet de le former, c'est assez complexe. Dans ce tissu, il y a différentes cellules, comme je le disais. Il y a des petites cellules aux parois épaisses qu'on appelle les fibres et dont le rôle majoritaire, c'est un rôle mécanique, en fait, de soutien, de renfort. Et on a d'autres types de cellules, les vaisseaux, qui sont comme des tuyaux collés les uns aux autres et qui ont véritablement ce rôle de transport de sève pour transporter l'eau et les nutriments. Alors, qu'est-ce que c'est qui permet de produire ce tissu? Qu'est-ce que c'est qui permet de produire le bois à l'intérieur du tronc? Eh bien, c'est une mince couche ici en vert de cellules souches. Ces cellules souches, ce sont des petites cellules qui ont la capacité de se diviser, c'est-à-dire qu'une cellule souche va se diviser pour donner deux cellules, appelées filles, et ces cellules souches vont se diviser activement pour former des millions, des milliers, des millions de cellules qui donneront le bois. Alors, ces cellules souches, on les retrouve ici, là, ce sont ces toutes petites cellules fines qui se divisent pour produire de nouvelles cellules constamment. Et les cellules les plus récentes vont pousser les plus anciennes vers l'intérieur du tronc. Et ces cellules-là, en se dirigeant vers l'intérieur du tronc, poussées par les plus récentes, donc, elles vont devenir du bois. Alors, ce qui est tout à fait particulier aux cellules du bois, c'est qu'elles possèdent une paroi autour de la cellule, se forme une paroi extrêmement épaisse et extrêmement solide. Si on l'observe au microscope à très fort grossissement, vous voyez, ça donne ça, grossit 2000 fois, et ça grossit 5000 fois. Donc, c'est cette paroi extrêmement épaisse, ici, là, qui se dépose en couches et qui confère toute sa solidité au bois. Si on devait la représenter ces différentes couches de parois, on pourrait le schématiser comme ceci. Alors, c'est assez difficile de se rendre compte de ce que ça représente la paroi et de quelle est sa structure et sa composition. Mais si on pouvait être suffisamment petit pour se faufiler au sein de cette paroi à la surface des cellules, voilà peut-être ce qu'on verrait. On verrait tout un tas de fils. Ces fils-là, ils sont composés de sucres. Ce sont des sucres collés les uns aux autres. Et on appelle ça des polymères. Et tous ces polymères de sucre, ils sont accrochés les uns aux autres pour former une coque rigide autour de la cellule végétale. Et c'est ça, donc, qui confère toute la rigidité à ce tissu du bois. Alors, cette structure-là, elle est extrêmement complexe. Il y a des milliers de composés différents. Et c'est cette composition-là qui fait toute la complexité du bois et qui fait qu'on est encore en train d'essayer de comprendre comment il se forme. Alors, comme on vient de le voir, les mécanismes qui permettent à la plante de former le bois au niveau du tronc, on connaît beaucoup de choses, mais on a encore beaucoup de choses à découvrir. Et c'est ça qui fait la complexité de ce tissu. Sa structure et sa composition. C'est ça qui détermine comment nous, les hommes, on peut l'utiliser. En fonction des différents types de bois, on ne va pas avoir la même utilisation. Mais ce que je souhaitais vous montrer aujourd'hui, c'est plutôt comment la plante, elle peut faire varier le bois pour répondre à son environnement. Parce que ce matériau-là, le bois, c'est pas une structure donnée, il peut évoluer. La plante, elle peut le faire évoluer, elle peut produire du bois un peu plus mou, un peu plus dur, un peu plus dense ou un peu plus poreux en fonction de l'environnement et pour répondre à son environnement. Ça l'aide à s'adapter à son environnement et parfois même ça l'aide à survivre. C'est au travers de différents exemples que je vais vous présenter
que j'espère, nous allons nous rendre compte que cette plante-là, elle peut vraiment former des bois très différents. Alors, le premier exemple que je voulais vous présenter, c'est celui-ci. La plante, l'arbre, ne va pas former le même bois lorsqu'il est jeune et lorsqu'il est vieux. Si on fait une tranche de tronc, hein, une coupe de tronc, eh ben on l'a tous remarqué, on a ces anneaux de croissance, là, et on a différentes zones. Là, ici, je vous ai présenté un grossissement de la zone centrale jusqu'à la zone périphérique. Donc, on voit bien qu'au centre, le bois, il n'est pas tout à fait pareil que celui qui est formé un peu plus tard. Le bois qui est formé au centre, c'est du bois dit juvénile. En fait, il est moins dense, avec des cellules plus grandes. Il est moins résistant aussi. D'un point de vue industriel, il est beaucoup moins intéressant pour l'industrie. Il est cassant, il est de beaucoup moins bonne qualité. Par contre, donc pendant les premières années de la vie de l'arbre, eh bien, il y a du bois juvénile qui va se former. Et si on schématisait l'arbre de cette façon, on pourrait voir un cylindre jaune comme ça, qui représente justement le bois jeune. L'arbre, dans les premières années de sa vie, va pousser le plus vite possible pour développer sa partie aérienne. Et le bois qui va être formé, c'est du bois juvénile. Et puis, au bout d'un moment, voilà, il subit comme une crise d'adolescence, en fait. D'ailleurs, ça fait aussi intervenir des régulations hormonales. Et le bois adulte va se former. C'est un bois plus adulte qui va commencer à se former, qui a une densité beaucoup plus importante et une solidité beaucoup plus importante. Donc ça, c'était un premier exemple rapide. Le deuxième exemple qui illustre que les plantes peuvent faire varier le bois qu'elles forment, eh ben, on en a une illustration régulièrement quand on se promène en forêt. Hein. Quand on se promène dans la forêt, on voit assez régulièrement des arbres qui n'ont pas forcément un tronc tout droit. Voilà, le tronc, il est courbé, ou alors des branches qui sont courbées, tout simplement parce que les arbres vont se servir de leur bois pour pouvoir se redresser si jamais ils ont été inclinés. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils pourraient être inclinés. Ça peut être le vent, ça peut être un glissement de terrain, ça peut être un obstacle. Et les arbres, comme toutes les plantes, eh bien, ils ont la capacité de percevoir leur environnement, à la fois la gravité terrestre et l'origine de la lumière, de façon à pouvoir orienter leur croissance pour faire pousser leur partie aérienne vers le haut. Et accessoirement, leur partie racinaire vers le centre de la Terre. Et les arbres, pour redresser leur partie aérienne si jamais elle est courbée, eh bien, ils utilisent un bois très particulier. On peut l'étudier, ça, et on peut l'étudier en laboratoire. Quand on a un arbre courbé comme ceci, on s'aperçoit que pour redresser la partie aérienne, l'arbre, au niveau de son tronc, va former beaucoup de cellules qui ont une composition très différente. Ces cellules, on va dire qu'elles sont beaucoup plus denses, beaucoup plus compactes, beaucoup plus rigides, de façon à pouvoir exercer une force de tension qui tire l'arbre et l'aide à se redresser. On le voit bien parce que quand on fait une tranche au niveau de la courbure, on voit que le centre du tronc, il n'est plus tout à fait au centre du cercle que représente le tronc. Il y a beaucoup plus de bois qui a été créé sur le dessus. Et quand on utilise des colorants qui nous permettent de nous rendre compte de la composition de ce bois, parce que ça ne colore pas de la même façon les différents composés du bois, on s'aperçoit que les cellules qui sont sur la partie extérieure de la courbure, là, elles ont une composition complètement différente des cellules qui sont à l'opposé. Donc l'arbre, il va se servir de son bois pour tirer le tronc et redresser ce tronc. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que suivant les espèces considérées, il n'y a pas tout à fait la même stratégie. Ce que je vous ai présenté, c'est plutôt la réponse des arbres feuillus, qui vont développer le bois de ce côté de la courbure, en rouge ici, de façon à exercer une force qui tire l'arbre et le fait se redresser. Alors que les conifères, par exemple, ils ont une autre stratégie. Ils vont développer le bois et produire des cellules du bois du côté opposé, de façon à pousser le tronc pour qu'il se redresse. Voilà. Alors ça, c'était le deuxième exemple. Pardon, j'ai pas fini, excusez-moi. En fait, ça, on peut l'étudier en laboratoire, mais vous imaginez bien qu'on ne va pas utiliser des arbres de plusieurs mètres de haut. Donc, ce qu'on utilise en général, c'est des jeunes arbres, comme ces jeunes peupliers, que l'on peut incliner. Et ça nous permet d'étudier comment ils se redressent, comment ils modifient leur bois pour se redresser. Et on peut voir qu'en quelques jours, hein, même si ça c'est accéléré bien évidemment,
on peut voir qu'en quelques jours, le bois qui est formé sur un côté de la courbure, ça lui permet de se redresser. Alors ça, c'était le deuxième exemple qui montre que le bois des arbres, c'est pas figé, ça change en fonction des contraintes de l'arbre. Le troisième exemple que je vais développer un peu plus, c'est que l'arbre, il va adapter la structure et la composition de son bois en fonction de l'environnement extérieur et notamment des contraintes du climat. Et ça, on peut le voir très facilement, puisque si on prend toujours une tranche de bois observée au microscope, comme ça, donc c'est la partie rouge que vous voyez ici, on voit bien qu'il y a des zones qui sont différentes. Les cellules, elles ne se ressemblent pas. Il y a des endroits où les cellules, elles sont très petites, très compactes, avec une paroi très épaisse. Et puis, il y a d'autres endroits où les cellules, elles sont beaucoup plus larges, avec des parois beaucoup plus fines. Eh bien, ces deux parties de bois, là, elles ont été formées, mais pas à la même saison. Cette partie-là a été formée au printemps, cette partie-là a été formée en été. Au printemps, il y a beaucoup d'eau, une température optimale de croissance, et l'arbre pousse très vite et forme beaucoup de bois. En été, les choses se compliquent, il y a beaucoup moins d'eau, il fait beaucoup plus chaud, parfois il y a des périodes de sécheresse, et on voit bien que le bois n'est pas le même. Et ça a pour conséquence quelque chose qu'on a tous plus ou moins observé, c'est que quand on fait une coupe de tronc, on observe des anneaux de croissance. Ces anneaux de croissance, là, si on regarde plus en détail, ils sont effectivement produits parce que le bois qui est formé au printemps, avec ses vaisseaux très larges et ses grandes cellules, il n'est pas le même, il n'a pas la même structure que le bois qui est formé en été et en automne et au début de l'automne, avec des vaisseaux tout petits et beaucoup moins de cellules, beaucoup plus denses. C'est ça qui permet de former ces anneaux de croissance. Et comme chaque année, saison après saison, dans le tronc de l'arbre, il va y avoir formation de nouvelles couches de bois, ces couches s'accumulent les unes après les autres et nous permettent même à la fois de compter l'âge que l'arbre peut avoir, mais aussi de repérer des événements qui se sont passés durant la vie de l'arbre, comme des feux de forêt ou des périodes de sécheresse. En effet, oui, Christophe. Alors, la question, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais la question de Christophe, c'était est-ce que dans une zone tropicale où il y a une alternance des saisons peut-être un peu moins marquée, en tout cas pas froide chaude, est-ce qu'il y a aussi des cernes comme ça? Il n'y a pas les mêmes, il y a ce qu'on appelle des zones de saison, des cernes de saison, parce que dans les périodes tropicales, c'est pas l'alternance hiver-été qui va être particulièrement importante, mais c'est l'alternance saison sèche, saison humide. Et donc, il y a quand même un bois différent qui est formé dans ces deux zones. Par contre, c'est vrai que dans une zone tropicale humide où le temps est très homogène toute l'année, on va avoir une absence complète de cernes, en effet. Alors du coup, n'hésitez pas vous aussi, si vous voulez poser des questions en visio. Le problème, c'est que je ne peux pas tellement voir vos messages, mais je peux entendre votre voix si vous souhaitez prendre la parole. Donc, ce que je voulais vous montrer avec cette diapositive qui illustre bien les anneaux de croissance d'un arbre, vous voyez, celui-ci, on peut déterminer qu'il a été planté à un moment. Bon, voilà, on nous dit que c'est aux alentours de 1527, et on peut, en comptant, voir que cet arbre, il a plus de 100 ans. On peut voir qu'il y a eu des zones où il y a eu des difficultés, par exemple des feux de forêt, et on peut aussi, en observant finement les anneaux de croissance, observer certains paramètres du climat. Par exemple, si ça veut bien marcher, ça ne peut plus marcher. Voilà. Par exemple, si on fait un zoom sur cette période-là, on voit qu'à certains moments, les anneaux sont très larges, signe que le temps a été clément et qu'il y a eu une disponibilité en eau très abondante. Par contre, il y a d'autres périodes où les anneaux sont plus rapprochés, l'arbre a subi plus de difficultés et notamment des sécheresses. Donc comme ça, grâce à l'étude du tronc des arbres, on peut même repérer des événements climatiques comme des sécheresses particulièrement anormales au cours de l'histoire. Alors ça, c'est très important parce que c'est vraiment ce que l'on étudie dans l'équipe de recherche dans laquelle je travaille, c'est-à-dire l'effet du climat, du froid et de la sécheresse sur les mécanismes qui permettent de former le bois. Et notamment
en conditions de sécheresse, si on compare des arbres qui ont poussé avec suffisamment d'eau et des arbres qui ont poussé en conditions de sécheresse, on peut s'apercevoir que le bois qui est formé n'est pas du tout le même. Par exemple, lorsque il n'y a pas beaucoup d'eau, les cellules sont beaucoup plus petites avec une paroi beaucoup plus épaisse. En utilisant des colorants et des dosages particuliers, on peut voir que la paroi de ces cellules elle est beaucoup plus rigide et surtout, elle n'est pas du tout composée de la même façon. Dans les parois de ces cellules, il y a des composés qui sont déposés qui les rendent, par exemple, très solides et très imperméables. Et enfin, quand on regarde les vaisseaux au niveau du bois, on voit qu'en conditions de sécheresse, ces vaisseaux, ils sont beaucoup plus petits et beaucoup plus nombreux. Et c'est ce que je souhaitais développer là pour essayer de vous expliquer pourquoi la plante, elle pourrait former des vaisseaux plus petits et plus nombreux quand elle n'a pas assez d'eau. Il faut revenir au rôle de ces vaisseaux. Comme je vous l'ai dit, le rôle de ces vaisseaux, c'est de transporter l'eau et les nutriments, la sève. Le problème, c'est que quand l'eau vient à manquer, il peut se passer des événements comme la création de bulles d'air à l'intérieur de ces vaisseaux. C'est ce qu'on appelle de l'embolie. Et ces bulles d'air, ça peut empêcher la sève de remonter et donc vider ces vaisseaux. Et ça, c'est un vrai problème pour l'arbre. Ça peut même entraîner sa mort. Et du coup, quand on regarde un tronc d'arbre qui a poussé avec assez d'eau et qu'on le compare avec un tronc d'arbre qui a poussé en conditions de sécheresse, et qu'on utilise une méthode pour colorer en rouge les vaisseaux vides qui n'ont plus d'eau à l'intérieur, on s'aperçoit qu'en conditions de sécheresse, le nombre de vaisseaux embolisés, donc vides, augmente fortement. Et si on regarde plus en détail avec un microscope, on voit bien que lorsque l'arbre il pousse avec beaucoup d'eau, il y a uniquement quelques vaisseaux qui sont vidés et la plupart d'entre eux sont pleins. Lorsqu'on regarde un arbre en conditions de sécheresse, il y a beaucoup plus de vaisseaux embolisés qui ont perdu leur eau, mettant l'arbre en condition de stress et pouvant provoquer sa mort. Alors, ça sert à quoi d'avoir des plus petits vaisseaux plus nombreux? Eh bien, on pense que ça permet à l'arbre de compenser ce mécanisme-là et d'empêcher l'embolie des vaisseaux, ou du moins de la ralentir, et de former plus de vaisseaux, ça permet à l'arbre, effectivement, de compenser ceux qui pourraient se vider. Donc, c'est un mécanisme… Oui. Bah, au niveau des… Je ne connais pas le baobab en particulier, mais au niveau des tissus vasculaires, c'est comparable. Après, le baobab, tu penses aux réserves d'eau qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'arbre. Je ne pense pas que ce soit tout à fait les mêmes mécanismes. Mais par contre, autant que je sache, il y a aussi ces vaisseaux-là qui peuvent s'emboliser. Oui, oui, ça. Le tronc s'épaissit énormément. Après, les mécanismes que je vous présente, ce n'est pas les seuls mécanismes qui permettent à la plante de résister à la sécheresse. C'est un des mécanismes illustrant le rôle des vaisseaux. Donc, justement, en parlant de ces mécanismes-là, la réponse à la question de David, c'est un petit peu ce que je souhaitais vous dire. Moi, je vous présente un certain nombre de choses qu'on peut observer au niveau du bois, mais il y a énormément d'autres réponses de l'arbre qui leur permettent de résister aux contraintes du climat. Par contre, ce que l'on observe et ce qui est rapporté par un grand nombre d'études à l'heure actuelle, c'est que si les arbres, comme toutes les plantes d'ailleurs, ont développé des stratégies pour mieux résister au climat, elles savent faire, elles ont des stratégies, l'évolution du climat récent montre que le réchauffement climatique provoque des événements justement climatiques de sécheresse notamment, qui sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus fréquents que ce qu'on a pu observer précédemment. Et dans cette étude, les auteurs répertorient les événements de mortalité anormale des arbres à la surface de la planète. Et donc, ils ont commencé ça à la fin du XXe siècle, et on voit que ces événements de mortalité sont de plus en plus fréquents. Chaque point rouge que vous voyez ici, finalement, comme celui-ci, là, en Californie, illustre une mortalité qui est anormale chez les arbres, c'est-à-dire beaucoup plus marquée, beaucoup plus de morts chez les arbres que ce qu'on a pu observer dans le courant du XXe siècle. Ça veut dire que finalement, malgré toutes ces stratégies qui leur permettent quand même de répondre et de se protéger vis-à-vis des contraintes du climat, eh ben, l'évolution du climat pourrait placer les plantes et les arbres en particulier dans des conditions difficiles. D'ailleurs, il y a d'autres études
qui essaye d'évaluer l'impact que pourrait avoir le changement climatique sur la répartition des végétaux à la surface de la planète. Dans cette étude-là, vous avez la représentation actuelle de la répartition des végétaux avec un code couleur qui schématise les différentes végétations à la surface de la planète. Et en fonction des projections du climat, qui valent ce qu'elles valent, ça reste des estimations, voilà ce qui pourrait se passer. Et on voit bien qu'il y a une répartition radicalement différente. Alors, il n'y a pas une disparition, bien évidemment, mais il y a une répartition radicalement différente des types de plantes qui poussent dans les zones que l'on connaît à l'heure actuelle. Donc ça, bien évidemment, ça va toucher les forêts naturelles, mais ça va aussi toucher les forêts cultivées, c'est-à-dire la production de bois qui nous sert directement. Et en particulier, au cours d'une collaboration qu'on a pu mener au sein de notre équipe de recherche, on a pu se rendre compte que tout particulièrement les forêts cultivées et notre façon de les cultiver pourrait non seulement ne pas les protéger, mais aggraver le danger. Comme pour beaucoup de cultures, pour faire pousser des arbres et récolter le bois, on va utiliser des engrais. Et on s'est aperçu que l'utilisation d'engrais, ça pourrait même rendre ces plantes encore plus sensibles à la sécheresse, en tout cas les mettre en danger, puisque on a comparé des plantes qui poussaient avec engrais et sans engrais, et on a comparé la croissance de ces plantes pendant 6 ou 7 ans, suivant les études qui ont été menées. Et on s'est aperçu, bien évidemment, que lorsqu'on rajoute de l'engrais, les arbres que l'on étudiait, il se trouve que c'était des eucalyptus, poussaient bien plus et bien plus vite que les arbres qui ne bénéficiaient pas d'engrais. Et lorsque les conditions de croissance étaient optimales, lorsque effectivement il y avait une pluviométrie suffisante, le sol se gorgeait d'eau et effectivement les deux types d'arbres, avec ou sans engrais, poussaient sans problème. Le problème vient quand, durant la saison sèche, quand la disponibilité en eau se réduit, eh ben, les arbres qui ont eu de l'engrais ont poussé très très vite et assèchent le sol beaucoup plus rapidement que les arbres qui ont poussé sans engrais, les plaçant ainsi dans une situation difficile. Ces arbres-là, ils ont été beaucoup plus stressés que les arbres sans engrais et ils se sont retrouvés dans des conditions où peut-être à l'avenir, si le climat est moins clément, s'il y a plus de sécheresse, ça pourrait engendrer plus de mortalité dans ces arbres-là. Donc ça veut dire que cette évolution du climat et l'étude de la façon dont les arbres se développent, ça peut aussi nous forcer à repenser un peu les modes de production et les modes de culture de ces plantes et de ces arbres en particulier. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans notre équipe de recherche? On s'intéresse aux mécanismes biologiques qui permettent de former le bois. On essaye d'en apprendre plus, de comprendre mieux comment il se forme, et en particulier si la plante elle souffre de conditions climatiques un peu sévères. Donc, comprendre les mécanismes qui sont impliqués dans la formation du bois, ça peut nous permettre éventuellement d'anticiper l'effet qu'aura le climat sur la croissance de ces arbres, la survie de ces arbres et la production de bois, et peut-être envisager une amélioration de la sélection de certaines espèces qui seront peut-être plus adaptées au climat de demain. Et je vais terminer cette présentation en remerciant en tout premier lieu les personnes de l'AFR AIB et notamment Sophie et Sandra qui m'ont bien aidé à essayer de simplifier un peu le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Bien évidemment les membres de mon équipe de recherche et aussi les collaborateurs avec qui nous travaillons et nous continuons à travailler. Bien évidemment, tous mes collègues du laboratoire de recherche en sciences végétales, ainsi que ceux qui travaillent sur les plateformes qui nous aident tous les jours à réaliser des super expériences. Et merci beaucoup pour votre attention à tous en présentiel et en distanciel.